Cette scène qui est à la fois surréaliste et magnifique, ça se passe en Espagne. Là-bas, la grogne contre le confinement est l'une des plus intenses d'Europe. Il y a d'autres images de Barcelone qui sont aussi assez impressionnantes, ou encore à Bilbao. En Italie, ce sont des manifestations quotidiennes qui ont lieu dans plusieurs villes, et pareil à Prague où ça bouge pas mal. Le reconfinement ne se passe pas partout exactement comme prévu, parce que la société, au final, ce n'est pas une entreprise, où les dirigeants peuvent ordonner ce qu'ils veulent à leurs salariés. Amis réfractaires, aujourd'hui on est lundi et comme chaque lundi sur cette chaîne, on discute de l'actualité à travers une revue de presse. On va parler de pas mal de sujets évidemment aujourd'hui, mais le premier ça va être sur le confinement et les mobilisations qui se sont déroulées et Reporter les a recensées pour ce qui concerne la France. À Paris déjà, où quelques centaines de personnes ont défilé dans la rue, et pareil à Nantes et un tout petit peu moins à Toulouse. Ouais, donc c'est pas non plus foufou ce qui se passe en France, on va pas exagérer non plus parce que voilà, donc. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de contestation, c'est juste qu'elle trouve une autre forme. Enfin, elle va peut-être trouver une autre forme, parce que les commerçants, les auto-entrepreneurs, les artisans, tout ça, ce sont des gens qui s'étaient déjà pas mal mobilisés pendant les Gilets jaunes, donc on sait qu'ils en ont ras la patate, on sait que ce sont eux qui vont prendre super cher avec ce second confinement, et ils vont avoir pas mal de temps pour s'organiser. Donc il est probable que dans les semaines à venir, il y a pas mal de mobilisations de ce côté-là qui sont organisées. Évidemment, on va être vigilant là-dessus. Et s'ils contestent, c'est que le confinement les a contraints à fermer alors que les grandes surfaces, elles, peuvent récupérer tous les clients. D'autant que la période de Noël représente un grand nombre de leur chiffre d'affaires et que le premier confinement a au mieux bien tapé dans leur trésorerie. Si certains s'organisent pour vendre par internet, cela ne permet pas de compenser la perte vu que la concurrence arrive face à des géants du web qui sont bien mieux référencés. Et si certains maires ont signé un arrêté pour réouvrir les boutiques, la préfecture a bien signalé à chaque fois l'illégalité de ce genre de démarche. Bref, quoi qu'il arrive, la police est arrivée pour fermer boutique. Autre argument avancé, les principaux clusters se sont en fait dans les écoles et les lieux de travail, où les gestes de protection peuvent être respectés comme nulle part ailleurs. Et face à la contestation, le gouvernement a eu une réaction un petit peu étrange. Dans un premier temps, elle a fermé les rayons livres des grandes surfaces, ce qui a donné naissance à cette image qui est en fait assez terrifiante quand on y pense, où il était juste interdit d'acheter des bouquins. Par contre, vous pouvez acheter des ordinateurs et des iPhones, évidemment. Il justifie ça en disant que vu qu'il faut télétravailler, il faut pouvoir remplacer son ordinateur si celui-ci tombe en panne. Mais ça en dit long quand même sur notre société, et sur ça, il y a notre Ruffin national qui a dit des choses très sensées. Mais la deuxième chose, sur ce que ça dit sur le nouveau mode de confinement, c'est la Fnac et le Cultura peuvent continuer à ouvrir parce qu'ils vendent des ordinateurs, tandis que les libraires ne vendent que des livres. Ça veut dire quoi sur notre société vue par la Macronie, tu sais, par la Startup Nation, à l'ère du digital et du numérique, où tu as des lignes budgétaires partout là-dessus. Ou Cap 2022, ça va être 100% de services publics en numérique. Ça veut dire quoi dans leur esprit, et donc qu'ils veulent instiller dans l'esprit du pays, c'est que les ordinateurs, les disques durs, tous les machins comme ça, ce sont des besoins essentiels, tandis que le livre, c'est superficiel, secondaire, c'est pour le loisir, tu vois. Alors que franchement, je crois que le livre est un outil d'émancipation et de libération, tandis que l'ordinateur peut être pour beaucoup un outil d'aliénation. Bref, suite à ça, le maire a annoncé que les grandes surfaces ne vont plus pouvoir vendre des marchandises dites non essentielles. Ce qui fait qu'Amazon, qui détient plus de 50% des parts du marché du e-commerce, va pouvoir encore une fois faire des très gros chiffres d'affaires. Pour rappel, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, a suffisamment gagné d'argent pour verser 105 000 $ à ses 876 000 employés et demeurer aussi riche qu'il l'était au début du premier confinement. Bref, tout ça fait l'affaire de certaines personnes, et bizarrement, c'est toujours les mêmes. Et au-delà de la corruption évidente du gouvernement, ça montre aussi que les grosses entreprises, par leur capacité de faire pression contre la société, ne sont juste pas compatibles avec la démocratie. Alors qu'au vu de l'évasion fiscale et du traitement dégueulasse des employés de cette boîte, il y aura eu toute la légitimité pour l'État français de faire payer et de limiter les ventes de cette entreprise. Et étonnamment, le gouvernement, il n'a pas peur de fermer des centaines et des milliers de librairies et d'autres commerçants, tout ça. Par contre, quand il s'agit de réguler un tout petit peu Amazon, là, c'est tout de suite un petit peu plus hésitant. Une des solutions, ça aurait été en fait de laisser ouverts les commerces et les librairies et essayer de mettre des restrictions vraiment efficaces et pas juste du bidouillage dans les entreprises et dans les écoles. Quand je dis pas du bidouillage, je dis pas juste on fait comme avant mais on entend des masques. Je veux dire une vraie politique sanitaire qui soit efficace. Sauf que le problème, évidemment, c'est que ça aurait été un
frein mené à l'économie et au projet libéral dans son entièreté, ce qui aurait obligé le gouvernement à planifier, à prévoir, à gouverner, bref, des choses qu'il ne veut pas vraiment faire. Mais bon, en vrai, ça, on en parle tout le temps, on commence à être au clair là-dessus. La question qui est un peu plus intéressante et qui va nous mener à un petit truc là, c'est putain, mais qui a pris cette décision, quoi? Parce que normalement, ceux qui nous dirigent, c'est des énarques, c'est des gens qui ont fait des grandes écoles parisiennes, tout ça. Donc normalement, ce sont des gens très intelligents, très compétents. Et pourtant, ils n'ont pas prévu cette situation de crise qui était pourtant ultra prévisible. Les Échos nous en parlent dans un article. C'est le Conseil de défense et de sûreté nationale qui a tranché la décision du reconfinement. Il est présidé par Macron en compagnie de quelques ministres. En tout, ils ont fait plus de 40 réunions depuis le début de l'année. Et depuis Hollande, il est de plus en plus utilisé pour répondre à tout un tas de questions liées au terrorisme ou à la crise sanitaire. Et ce qui est bien avec ces réunions, ce qui est bien pour eux, c'est que tout est confidentiel là-dedans. Donc pas besoin de s'embarrasser avec un débat parlementaire ou de rendre des comptes. Le président et les ministres sont donc les seuls à avoir accès à des informations importantes et ce sont les seuls à prendre des décisions. Donc tu sais, quand on dit dans ce pays que c'est Macron qui prend toutes les décisions, tout ça, des fois on a l'impression qu'on exagère. Peut-être que des fois on exagère. Mais là, très concrètement, là maintenant tout de suite, c'est Macron qui décide avec ses tartuffes de ministres. Donc c'est Macron qui décide pour tout un pays entier si oui ou non il faut confiner, si oui ou non il faut fermer les petits commerces ou pas, patati patata. Ce serait normal dans un autre pays qui serait une dictature, mais en France, en République démocratique, c'est une situation qui est pas très normale, qui est peut-être habituelle mais qui n'est pas normale. Après ils défendent ça en disant que évidemment quand il n'y a que Macron qui décide, ça va plus vite. Oui, certes, mais aujourd'hui, on est dans une nécessité d'aller vite et on est dans une urgence, simplement parce que le gouvernement n'a absolument rien prévu en amont, parce qu'on avait quand même 6 mois pour regarder cette seconde vague et pour s'organiser. Et donc pour avoir des débats à l'Assemblée et prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc ça, c'est pas un argument. Et je sais aussi que l'Assemblée, il y a plein de marcheurs, que des fois c'est pas ouf, et que ça s'est vachement dégradé avec la Macronie. Mais quand même, ça aurait été une petite source de fierté de se dire que dans ce pays, c'est pas juste un bonhomme qui a pris la décision, mais c'est quand même l'Assemblée, un tout petit peu un minimum représentatif du peuple français qui ait pris cette décision-là. Que la contestation, que l'opposition ait pu s'exprimer et ait pu avoir au moins accès aux données pour comprendre la décision qui a été prise. Le problème, c'est que vu que tout est dans la confidence maintenant, on ne sait même pas comment ils ont pris cette décision, on ne sait même pas à partir de quoi ils ont pris cette décision. Et c'est quand même dommage dans notre belle République que la démocratie dépend du bon vouloir d'un seul individu. Surtout quand c'est pas le plus vertueux d'entre tous. Autre conséquence du confinement et de la pauvreté qui augmente, l'accumulation des loyers impayés qui va mener à une crise du logement. Les différentes aides de l'État ne vont pas régler la situation et ça va enflammer un peu plus le marché de l'immobilier qui va demander davantage de garanties pour la location. Bref, le marché est incapable de se gérer et face à la crise, l'État ne compte pas remettre en cause le fonctionnement de tout ce bordel. Un autre article assez curieux, c'est Libération qui révèle que le gouvernement a envoyé aux profs une lettre de Jaurès à lire, sauf qu'il manque quelques paragraphes, notamment concernant l'évaluation excessive des élèves et l'autonomie des enseignants. Ce qui n'est pas trop la soupe de Blanquer, évidemment, on l'aura compris. Après, il faut dire que le ministre est bien contesté vu que le hashtag Blanquer démission a été en tendance sur Twitter. Les raisons, les multiples sorties sur la volonté d'aligner l'école sur les fameuses valeurs républicaines, l'hommage format réduit à Samuel Paty et la désorganisation totale de la rentrée scolaire avec un protocole qui n'est pas réellement applicable. Et l'article qui détaille tout ça est disponible sur le site de Révolution Permanente. Lescrises.fr partagent eux un appel. De nombreux sites d'information sont censurés, notamment Rupture, un mensuel eurocritique qui a été labellisé média affilié à la Russie par Twitter, après avoir partagé une analyse montrant que 98% des médias français ont relayé la théorie complotiste du Russiagate, qui affirmait sans preuve une conspiration entre Trump et Poutine durant la présidentielle de 2016. Un label qui produit notamment un étouffement algorithmique sans aucune forme de process, ce qui n'est pas ouf quand même. Les crises dénoncent notamment le silence des médias dits alternatifs sur la question. Alors Rupture, c'est sympa, ça critique l'Union européenne sous la vision de la lutte des classes et ça permet de s'informer autrement que par la presse traditionnelle. C'est un mensuel assez court à lire et évidemment, je ne sais pas s'il faut le préciser, et peut-être ou pas, j'en sais rien, mais en gros, évidemment, je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Rupture. Mais ça n'empêche que face à une situation de censure aussi illégitime, c'est normal de soutenir une presse qui est honnête comme Rupture. Donc en gros, si tu aimes bien la lutte des classes, si tu critiques l'Union européenne et que globalement tu aimes bien le PRCF, tu peux retrouver le lien de Rupture en description, vu que quand même c'est le bon moment pour les soutenir. Bref, les gens de Rupture ont donc partagé cet article que vous pouvez retrouver en description à propos de ces médias complotistes qui partagent des informations sans fondement par pur fantasme idéologique.
Et là où j'ai mis la rupture, c'est qu'ils ont analysé 56 médias pour savoir si oui ou non ils avaient diffusé ces théories bidons de la Russie qui fait machin avec Trump. T'as un seul média qui a été critique par rapport à ça et qui n'a pas relayé ces informations bidons, c'est Le Monde Diplomatique. Ouais. Comme quoi, les bons, on les retrouve toujours là où il faut. Le Diplo avait d'ailleurs sorti un super hors-série sur les fake news, montrant que ce concept est surtout utilisé comme critique de l'opposition idéologique ou médiatique, mais jamais comme un outil d'autocritique par les médias de milliardaires. Autre scoop de reporter cette fois, les masques DIM distribués aux profs notamment ont été traités à la zéolite d'argent et de cuivre. Malheureusement, l'ANSES n'a pas refait d'analyse suite à ça, mais elle confirme quand même le caractère potentiellement dangereux de ces masques. Et c'est ce qui arrive quand tu tentes de faire des masques au dernier moment, dans l'urgence, par n'importe qui et n'importe comment. Tu as peut-être vu aussi Castex qui a dit des choses absolument terrifiantes à la télé, qui font un peu flipper, mais même si c'est de l'actualité d'aujourd'hui, on va en parler vendredi dans une émission beaucoup plus longue qui va essayer de s'attaquer aux problèmes de la République, de la laïcité, mais aussi des religions et plus globalement des attentats qui s'est passé ces derniers jours. Voilà. Ça va être un truc assez long, assez costaud et évidemment c'est pas ce genre de sujet qu'on peut aborder dans des revues de presse. Par contre les sujets qu'on peut aborder dans les revues de presse c'est l'actualité internationale et c'est ce qu'on va voir tout de suite. France Culture a sorti un truc il y a quelques temps sur ce qui se passe avec les Ouïghours en Chine. Alors c'est France Q et ça concerne la Chine donc forcément c'est un peu orienté mais ça reste intéressant surtout que la Chine va commencer à balancer pas mal de com pour travailler son hégémonie culturelle donc va falloir être attentif sur ce genre de sujet. Aux États-Unis, le vote historique commence demain, mais on a un premier chiffre de participation par le vote anticipé qui a battu tous les records, comme le titre la croit. La participation dépasse de plus de 82% de nombreux États par rapport à 2016. Dur de savoir si c'est dû à l'enjeu des élections ou à l'épidémie qui a assoupli les règles de vote. Mais la grosse nouvelle là-bas, c'est la nomination d'une autre républicaine à la Cour suprême, une instance très importante aux États-Unis qui permet notamment à Trump de renforcer son pouvoir dans les institutions. Ce qui s'est traduit dans plein de médias au fait que Trump va pouvoir contester les élections et s'accrocher au pouvoir. Et de toute façon, on aura la réponse dès demain lors de l'élection. En Côte d'Ivoire, il y a eu d'étranges résultats dans une élection qui s'est transformée en plébiscite pour le pouvoir en place. Certains bureaux de vote arrivaient à plus de 100% pour une participation de fous furieux. En Bolivie, les mêmes militaires qui ont renversé Morales menacent de faire un coup d'État après la victoire éclatante de la gauche populaire au premier tour de l'élection. Le Parlement, quant à lui, a demandé à poursuivre la putschiste Janine Áñez pour sa répression des manifestations qui a fait une trentaine de morts durant son mandat. Affaire à suivre, évidemment. Et c'est là-dessus qu'on termine, j'espère que ça vous a plu cette émission, j'espère que ça vous a été utile. Ah oui, et juste avant de finir, petite précision, avec Thomas Babor, maintenant tous les dimanches, on envoie un mail à qui le veut, et dedans, dans ce mail-là, tu as des liens sur des vidéos de médias militants qui permettent d'avoir une analyse sur l'actualité, sur le fond, tout ça. D'ailleurs, si tu veux t'inscrire, le lien est en description, mais c'est pas ça qui est intéressant. Là, c'est juste que avec Thomas, on vient un peu du même moule politique, ce qui fait qu'on a la même culture politique, ce qui fait que on tourne un petit peu en rond et on n'a pas une très grande diversité dans les liens qu'on met dans ces mails-là. Donc on fait un petit appel, si toi tu connais des chaînes qui sont intéressantes, qui sont sourcées, qui arrivent à produire de la pensée, qui sont pas dans la caricature de faire du bruit, tout ça, ça nous intéresse vachement si tu peux les mettre par commentaire. Et si tu peux pas mettre de commentaire, tu peux envoyer un mail à débordement@lecanardréfractaire.org. Sinon on vous complote des trucs super intéressants avec le Discord, mais peut-être qu'on vous en parlera mercredi. En tout cas, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous et des bisous.